Donc, merci de nous rejoindre pour le webinaire d'aujourd'hui à propos d'email et de démarques en particulier, de démarches démarques. Donc, vous avez vu dans l'invitation, il y a un événement important sur la partie conformité des emails. C'est depuis le 1er février 2024. Mais au-delà de ça, vous allez découvrir que la problématique du démarque est bien plus vieille que l'actualité du jour et peut vous impacter profondément dans l'envoi de vos emails. Donc, en introduction, il y aura trois personnes qui vont vous présenter aujourd'hui ce webinaire. Donc moi-même, Romain Quina, je suis le directeur marketing de Nomios. On aura... j'ai pas mis Sébastien Baron, excusez-moi. J'ai pas mis les noms. Donc au milieu, Sébastien Baron, qui est manager sales engineer chez Mimecast. Et Robin Labatte, qui est ingénieur sécurité chez Nomios. Donc le webinaire, il est enregistré. On vous diffusera les slides par la suite. Et vous avez une section questions et réponses pour pouvoir poser vos questions au fur et à mesure. N'hésitez pas. Je pense que ce sera moi ou Kenny qui est en backup derrière moi qui prendra les questions et qui les posera donc à Sébastien et à Robin. Alors, en introduction très rapide, donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Nomios, donc on a 20 ans d'existence en août. Là, il y a encore 19 ans parce qu'on n'y est pas, on ne veut pas spoiler à l'avance. On est présent dans 7 pays. Une des caractéristiques principales, c'est qu'on a 76% d'ingénieurs dans l'entreprise, ce qui montre qu'on est une entreprise d'experts. On essaie de vous accompagner à travers 30 partenaires technologiques. Et voilà, je vais aller un peu plus vite pour vous montrer, ce n'est pas l'essentiel de la journée. Focus sur la France. On peut on peut vous accompagner en proximité. Donc, on a une présence nationale. Vous voyez sur mon écran qu'on est présent un peu partout en France, à la fois techniquement et commercialement. Donc, vous avez des correspondants Nomios qui sont capables d'intervenir rapidement, d'être là en proximité auprès de vous. Nos services, on est capable d'intervenir dès l'audit et le conseil, que ce soit d'audit et conseil organisationnel, mais aussi d'architecture, une revue complète de votre architecture. Donc, ce sont des architectes avec une forte expérience qui peuvent intervenir chez vous en amont, ou des auditeurs du RSSI adjoint, des interventions de ce style-là pour vous accompagner en audit et conseil. Intégration, vous savez a priori ce que c'est. On revend des solutions de nos partenaires et pour les intégrer sur mesure dans vos environnements. Le centre de support est basé en France. On fait du 24/7 sur tous les produits que nous revendons. En tout cas, on est extrêmement clair sur notre capacité de support. Donc, on vous dira si un produit est trop exotique, si on n'est pas capable si on est capable ou pas de vous le prendre en support. Des services managés, donc on se projette chez vous avec des ingénieurs experts qui vont permettre de superviser, backuper et réaliser des changes pour vous. Et enfin, la dernière partie, le SOC. Donc, c'est un accompagnement sur l'analyse de vos événements de sécurité, la détection, la remédiation, mais aussi un accompagnement possible sur l'amélioration voilà, votre couverture de sécurité au fur et à mesure des événements qu'on va pouvoir découvrir sur votre environnement. Alors, je passe un peu plus loin. Alors, ça peut vous faire peur, mais je voulais le mettre juste pour vous montrer nos domaines d'expertise. Donc, ils sont vastes. Vous voyez en haut le sujet du jour, il est dans Email Security. Je vais évidemment pas tous vous les présenter, mais on intervient essentiellement sur l'infrastructure et réseau, sur la partie applicative, avec tout ce qui est authentification, load balancing, anti-bot, web application firewall. Sur la partie plus sécurité, avec tout ce qui est detection and response, que ce soit sur les endpoints, sur des outils de SOC tels que XDR, SIEM, SOAR, donc des accompagnements plutôt en détection et réponse. Et on a
un peu plus fait de focus depuis 2023 sur 3 activités qui sont le vulnerability management, la sécurisation des clouds natives et la sécurité industrielle et IoT. C'est une part qui nous semble très importante. Pourquoi? Parce qu'avec NIS 2, la vulnerability management va devenir quelque chose de extrêmement important dans beaucoup de sociétés. La partie cloud native est quelque chose euh, de très spécifique au point de vue vocabulaire et au point de vue outils. Donc, il nous paraissait important d'avoir une business unit dédiée là-dessus. Et alors, évidemment, industriel, vous n'êtes peut-être pas ici les plus impactés, mais la sécurité industrielle a souvent beaucoup de retard parce que la priorité est à la disponibilité et moins à la sécurisation des environnements. Voilà. Donc, on intervient sur tous ces domaines-là possibles. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur la présentation de Nomios. De toute manière, donc, je redis pour ceux qui nous ont rejoints, la présentation du webinaire est enregistrée, donc elle vous sera diffusée à la fin. Vous aurez aussi les slides et n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Nous les prendrons au fur et à mesure de la présentation. Alors, je vais passer la main à Sébastien et pour la partie des marques. Je te laisse prendre la main, Sébastien. La présentation, voilà, super. Donc bonjour à tous et à toutes. Je me présente, moi je suis Sébastien Baron, je suis le directeur technique de Mimecast en France, précédemment directeur technique de CrowdStrike et de Proofpoint. L'objectif de cette matinée, c'est de vous montrer comment on gère un projet des marques, la surface de risque que représentent des marques par rapport à votre flux de messagerie interne comme externe, et comment aussi nous travaillons sur l'aspect gestion de projet avec notre premier partenaire Nomios. Tout d'abord, pour ceux qui nous connaissent ou qui nous connaissent un petit peu moins, un petit rappel sur qui est Mimecast. Mimecast, c'est ce qu'on appelle un acteur de la cybersécurité mature, leader, qui est né en 2003 avec une vision de plateforme sécuritaire 100% externalisée, donc hébergée en dehors des infrastructures on-premise des clients, sur les différents sujets que l'on adresse, c'est-à-dire la protection de la messagerie, évidemment, c'est un de nos sujets phares, la gestion des projets des marques, la sensibilisation des utilisateurs par l'accompagnement dans le parcours cyber et les fausses campagnes de phishing, et aussi l'archivage et l'investigation numérique lorsque vous devez faire de la gestion de vos communications digitales, qu'elles soient sur messagerie ou sur communication unifiée, et que vous devez faire des investigations, soit dans le cadre d'une crise cyber, soit dans le cadre d'un litige juridique avec un de vos clients, un de vos fournisseurs ou un de vos partenaires. Mimecast, c'est une société mature dans le sens où nous protégeons aujourd'hui 42 000 clients dans 100 pays dans le monde pour 18 millions d'utilisateurs. Nous inspectons 40 milliards d'emails par mois, ce qui nous permet d'avoir une connaissance du paysage des menaces, car notre stratégie de défense est bâtie exclusivement sur la connaissance des adversaires, leurs tactiques et leurs techniques. Et notre particularité, c'est que nous hébergeons dans nos propres infrastructures. Nous ne sommes pas chez un GAFAM type AWS, Google, Azure. Nous hébergeons dans nos propres infrastructures, nos propres serveurs, nos propres opérateurs, et nous localisons les données et les traitements à l'espace, dans nos espaces d'hébergement. Nous sommes un leader reconnu sur les différents sujets que l'on adresse, protection de la messagerie, sensibilisation, archivage numérique et investigation numérique des marques, par le Forrester, le Gartner. C'est entre autres aussi pour ça que Nomios nous a choisis. Si vous devez retenir 5 choses sur nos points différenciants, la première chose, c'est qu'on n'est pas un énième acteur américain qui s'est implanté en France. Non, on est un acteur anciennement européen, puisqu'on a un acteur anglais, moitié sud-africain. Donc c'était anciennement l'Europe pour la partie Angleterre jusqu'au Brexit, mais on a une sensibilité européenne. On est ensuite parti à l'export sur la partie américaine, mais notre mindset est clairement européen. On respecte les normes européennes, on localise les données, on localise les traitements, on localise les consoles. Vous êtes propriétaire à 100% de vos données. Vous avez droit à l'oubli de 100% de vos données. Nous respectons la RGPD à 100% et notamment la norme NIS 2 en ce moment. Notre deuxième approche, c'est l'approche ce qu'on appelle unifiée. Il y a chez Mimecast une seule console. Une seule console pour traiter le mail sous toutes ses formes, entrant, sortant, interne, métier, les outils de remédiation intégrés, les outils pour éviter les faux positifs intégrés, que ce soit des bannières dynamiques, des systèmes d'isolation au niveau du navigateur, tout intégré, une seule console, une seule plateforme. Nous supportons 100% des infrastructures de messagerie, que vous soyez on-premises, cloud, hybride, Exchange on-premise, Exchange sur 365. Nous couvrons toutes ces infrastructures
y compris les infrastructures hybrides, dans le cadre de fusion-acquisition, nous allons être en capacité d'appliquer le même niveau de sécurité de votre groupe principal à la nouvelle filiale que vous venez d'acquérir. Et enfin, pour terminer, nous sommes l'unique solution sur le marché qui protège 100% des QR codes et des URL en temps réel. C'est très important parce que je vous le rappelle, les QR codes, c'est une bombe cyber, puisque ça fait sortir l'utilisateur du terminal d'entreprise vers un terminal mobile sur lequel vous avez zéro surface de contrôle. Et nous maintenons 120 intégrations avec des acteurs cyber pour partager notre threat intelligence et faire de la recherche sur le paysage des menaces, très important dans le cadre d'équipe SOC. On va passer au sujet des marques. Donc, DMARC, c'est un protocole qui va permettre d'avoir un outil de visibilité et de conformité sur votre flux de messagerie pour protéger vos organisations. Tout d'abord, un petit rappel des fondamentaux. DMARC est bâti au travers de 2 technologies de sécurité qui ont poussé au fur et à mesure de l'adoption de la messagerie et notamment du développement du paysage des menaces sur le canal de la messagerie qui s'appelle SPF et DKIM. Petit rappel, à la messagerie d'entreprise, qui est le moyen de communication digitale numéro 1 au monde pour encore un paquet d'années, a été bâti il y a plus de 30 ans et a été bâti à une époque où on ne parlait ni d'Internet ni de cybercriminels. De fait, le protocole SMTP qui est derrière n'a pas été construit, on va dire, de manière sécuritaire dès le début. Et c'est pour ça que des technologies complémentaires ont commencé à pousser, justement, parce que les adversaires ont très vite compris que s'ils devaient choisir entre essayer d'attaquer un firewall, attaquer un poste de travail, attaquer un serveur, attaquer une application, usurper la messagerie qui est bâtie sur un protocole non sécuritaire, il serait 100 fois plus facile pour eux de toucher l'utilisateur par le biais de la messagerie. Et c'est pour ça que c'est le premier vecteur d'attaque encore aujourd'hui, et que c'est le vecteur d'attaque qui souffre le plus d'ingéniosité des adversaires, puisque le premier, encore une fois. Donc, pour essayer d'éviter l'usurpation d'identité et l'usurpation des messages dans le cadre de technologies de spam, d'anti-spoofing co, des nouveaux items ont poussé sur le protocole SMTP. Numéro 1, le SPF, Sender Policy Framework, alias une entrée DNS publique qui est rattachée à votre domaine d'émission, qui va représenter les IP publiques qui, elles et elles seules, ont le droit d'envoyer du mail en votre nom. Problème, je l'ai mis à l'écran surligné en jaune, quand vous avez des services de mass marketing type Mailgun ou que vous avez beaucoup de noms de domaine, ça peut devenir une vraie passoire et problématique aussi également de SPF, c'est que c'est usurpable. Le contrôle va se faire sur un en-tête dans lequel on va mettre l'IP d'émission. Évidemment, un en-tête, ça s'usurpe. Deuxième clé, beaucoup plus intéressante, du chiffrement. DKIM, Domain Key Identified Mal, le concept est le suivant. Sur votre tenante de messagerie, dont vous êtes propriétaire sur votre nom de domaine, vous mettez une clé de chiffrement. Sur le DNS, vous mettez une clé publique de déchiffrement, 1024 ou 2048 bits, gérée ou pas par votre gateway de messagerie. Et lorsque votre destinataire va recevoir un mail qui a été chiffré par vos services, il sait qu'il a été chiffré en DKIM, il va devoir rechercher sur votre DNS la clé de déchiffrement, le déchiffrera, récupérera un mail intègre. Si le mail arrive non chiffré, il ne vient pas de chez vous. Le problème de ces 2 technologies, c'est qu'il n'y avait aucun moyen de les imposer à vos destinataires. Et c'est entre autres à ça que sert DMARC. DMARC sert à agréger les informations de vos destinataires en matière de réception, qui a reçu du mail dans le monde, vos noms de domaine, en matière de conformité, est-ce que ces mails étaient conformes SPF, étaient conformes DKIM, étaient conformes DMARC, et d'obliger vos destinataires à appliquer une politique d'acceptation, de rejet ou de quarantaine en fonction de cette conformité. Voilà dans les grandes lignes les fondamentaux de DMARC. Point très important, surface de risque. Toutes les organisations publiques comme privées mondiales qui n'ont pas implémenté DMARC sont dans cette situation. Vous savez ce que vous envoyez depuis votre tenante, mais vous ne savez pas ce que vos destinataires reçoivent. Vous n'avez pas ce qu'on appelle de visibilité sur vos flux de messagerie externes. Vous ne savez pas qui essaie de se faire passer pour vous. Donc, sans contrôle, vous ne pouvez pas appliquer des méthodes de détection adéquates. Deuxième problème, vous savez encore moins si les messages qui ont été reçus par vos destinataires étaient conformes SPF, transport IP public, ou DKIM, chiffrement intégrité. De fait, tous vos fournisseurs, tous vos partenaires et tous vos clients sont vulnérables à l'usurpation de vos identités numériques. Je peux me faire passer en tant qu'émetteur sur un mail dans le monde Internet, pour vous,
et écrire à l'un de vos clients, fournisseurs ou partenaires pour lui faire faire des opérations dangereuses de transfert bancaire, des choses comme ça. Donc ça, c'est la réalité de la messagerie d'entreprise sans démarque. Quand on a réussi à implémenter et réaliser son projet démarque, on va avoir une visibilité totale sur ces flux de messagerie internes comme externes. Vous savez qui envoie du mail vos noms de domaine chez vous comme à l'extérieur. Vous saurez comment ça a été reçu, qui l'a reçu, est-ce que c'était conforme au niveau transport, est-ce que c'était conforme au niveau intégrité, et vous serez en capacité de savoir ce qui a été accepté ou rejeté. Vos fournisseurs de fait, vos partenaires de fait, vos clients de fait sont protégés contre l'usurpation de vos identités via email. Réaliser un projet des marques, c'est-à-dire l'implémentation d'une matrice de conformité et l'implémentation d'une matrice de contrôle sur le transport et sur l'intégrité, c'est absolument impossible sans un outil comme celui que nous proposons qui s'appelle Demarc Analyzer. Par défaut, ce que vous êtes capable de récupérer aujourd'hui sans un outil de ce type-là, c'est un fichier XML à plat, illisible, des différentes gateways à qui vous écrivez. Très bien. Pour réaliser un projet Demarc, il faut un minimum 2 choses. Un outil d'agrégation graphique qui va vous donner ces fichiers XML sous forme graphique pour pouvoir en interpréter les informations importantes. Un outil de gestion de projet qui vous guide dans les différentes étapes du projet Demarc pour arriver au Demarc Reject et ce contrôle de conformité. Et en option, un outil de délégation DNS qui va vous permettre, puisque vous l'avez compris, le protocole Demarc est bâti sur le DNS, SPF, DKIM, Demarc, et on va vous donner en option des outils de délégation DNS pour pouvoir gérer directement depuis la même plateforme vos entrées SPF, DKIM et Demarc sur l'infrastructure. Point important, à quoi ressemble une validation Demarc? Vous avez mis sur votre serveur DNS correspondant à votre nom, votre zone, votre nom de domaine, une entrée SPF, les IP publics et elles seules sont autorisées à relayer votre domaine, une clé de déchiffrement et une entrée Demarc qui dit à vos destinataires ce qu'ils doivent faire d'un message qui n'est pas conforme SPF, DKIM ou les deux. Vous envoyez un mail depuis chez vous à destination d'un de vos clients. Ce mail arrive sur votre serveur émetteur. Le serveur émetteur le relaie à votre gateway. Votre gateway est configuré pour appliquer l'entête de transport, puisqu'elle et elle seule sait par quel relais SMTP elle passe, et la clé de chiffrement que vous et vous seul possédez. Ce mail est transmis ensuite à destination de la gateway de votre récepteur, de votre client, qui le reçoit donc chiffré et avec un entête de transport qui correspond à votre IP public. La gateway réceptrice va faire une requête DNS pour récupérer les informations DNS publiques que vous avez mis à disposition, récupérer donc ces IP publics, cette clé de déchiffrement cette fois, et l'ordre Demarc qui va avec, et ensuite prendre une décision entre accepter, rejeter ou quarantainer. Si tout va bien, si c'est bien parti de chez vous, le message sera relayé au serveur récepteur. L'information vous sera transmise au niveau de votre plateforme Demarc Analyzer et votre destinataire recevra son mail parfaitement intègre, parfaitement sécurisé. Que se passe-t-il pour les adversaires quand vous avez mis en place le protocole Demarc? Un adversaire essaie de se faire passer pour vous et d'écrire à votre client. Très bien. Le mail part donc de son serveur de messagerie ou de son relais de messagerie, transporté par une IP qui n'est pas la vôtre et donc non chiffrée, puisque vous et vous seul possédez cette clé de chiffrement. La gateway réceptrice fait les mêmes requêtes DNS, reçoit les mêmes informations et invalide le message puisqu'il n'a pas été transporté correctement, il n'a pas été chiffré correctement, et relaye l'information au niveau de la plateforme Demarc Analyzer. Un projet Demarc, c'est là où on a besoin absolument d'un partenaire expert comme Nomios. C'est beaucoup de méthodologie, c'est très simple, mais c'est beaucoup de méthodologie avec des étapes très structurées pour arriver au Demarc Reject. La clé d'un projet Demarc, puisque les bénéfices, on va les obtenir à partir du moment où on est en Demarc Reject. Avant, vous n'obtiendrez pas la protection adéquate. Le but, c'est d'aller le plus vite possible au Demarc Reject. Et pour aller le plus vite possible au Demarc Reject, il faut être accompagné par un expert du sujet. Première étape, c'est le démarrage, c'est la définition de vos domaines, la priorité de ces domaines en termes d'impact business sur l'usurpation d'identité et la mise en place des enregistrements DNS. La deuxième étape, c'est la gouvernance, c'est-à-dire la collecte de ces fameux rapports XML illisibles dans la plateforme Demarc Analyzer pour pouvoir définir,
votre matrice de flux de confiance. Quelles sont les applications internes et externes qui envoient du mail @ vos noms de domaine et qui sont légitimes? Et sont-elles conformes SPF? Sont-elles conformes DKIM? L'étape d'après, c'est la mise en conformité. Cette fameuse matrice de confiance, je vais m'assurer désormais qu'elle est conforme des SPF, des KIM et des marques. Et une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer le renforcement de politique. Mon enregistrement des marques va passer de monitoring uniquement à rejet, enfin à quarantaine d'abord pour être exact, puis un peu plus tard en rejet, de façon à ce que vos destinataires désormais respectent votre matrice de flux externe, conforme et sous votre contrôle. Et après, on passe en supervision. Il n'y aura plus qu'à ajouter les nouvelles applications qui arriveront dans votre flux, ou les nouvelles fusions-acquisitions qui arriveront dans votre flux, pour pouvoir les rendre, toujours garder en maîtrise cette conformité SPF DKIM sur votre matrice de flux. Un dernier point, c'est l'impact immédiat de Demarc Reject. À partir du moment où vous êtes arrivé au Demarc Reject, en 2 semaines, le nombre de mails malicieux envoyés depuis vos noms de domaine quasiment disparaît. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a 2 façons de gérer de la cyber, soit d'un point de vue défensif, soit d'un point de vue offensif. Nous, on est sur la partie offensive, c'est-à-dire focus sur les adversaires. Si vous mettez dans les chaussures d'un adversaire qui cherche à voler, qui est cybercriminel, cyberétatique, cyberactiviste, peu importe ses motivations, il cherche à aller le plus vite possible à la cible, le plus simplement possible. À partir du moment où il prend une porte blindée au niveau du transport d'email, il va arrêter. C'est aussi simple que ça. Je passe la main à mon camarade Robin, spécialiste de la partie projet des marques. Alors, juste avant, excuse-moi Robin, il y a une question sur, si tu veux bien regarder, Sébastien. Elle m'a l'air d'être très précise. Tu me dis si tu veux répondre à la personne en direct par mail ou directement sur le. Donc, c'est dans QR. On gardera les questions pour la fin, Romain, si Ouais, tu ok, dérange. voilà. Je veux bien que tu regardes pour savoir comment y répondre. Et donc, je repartage mon écran. C'est reparti. Ok, donc bonjour à tous, Robin Labatte, donc ingénieur sécurité chez Nomios. Pour la suite de cette présentation, l'idée, finalement, c'est de la question-réponse. C'est juste qu'on a mis en avant quelques questions et des thématiques sur lesquelles on sait répondre avec le projet des marques, avec la prestation Nomios. Donc, on va l'aborder à travers ces questions-là, puis enchaîner sur les questions que vous aurez remontées dans le Teams, tout simplement pour vous apporter des réponses. Premier aspect, tu peux enchaîner sur les questions directes, hein, comme ça me va très bien. Sur la partie exigence, Google et Yahoo, donc évidemment c'est l'actualité, hein, le webinaire en parle dès le départ, hein. C'est un aspect important. Donc tu peux y aller, Romain. Ouais, mais normalement, ça devrait y être, ça qui est bizarre. Attends, Ah, pardon, moi excuse-moi. je l'ai pas. Donc ces exigences, hein, pour rappel, elles sont actives à partir de février 2024, c'est-à-dire depuis 2 jours. Ça fait un certain temps maintenant qu'ils communiquent là-dessus. Il ne faut pas oublier que Yahoo et Google sont aussi à l'initiation du fonctionnement même des marques. C'est des choses qu'ils ont amenées, hein, avec d'autres gros acteurs du marché. Moi, je ne l'ai toujours pas, hein. Romain, je ne sais pas si vous l'avez. Ah, attendez, j'y retourne. Hop, j'arrête le On puisse partage, avoir, je le refais, la lecture en fond. bien sûr. Ça devrait être bon là, normalement, Robin. Alors, moi, je ne vois pas la vision côté client. Est-ce que vous avez le tableau des exigences ou pas? Bah, Non, on là, ne voit pas le tableau des exigences. On est sur le slide 11. Ah, pardon, Robin. excuse-moi. Voilà. Voilà, Merci. super, Pardon, merci. excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Donc, par rapport à ces exigences donc, qui sont actives aujourd'hui, hein, il y a un certain nombre d'éléments détaillés, hein, mais là où je vais appuyer forcément, c'est sur ce qui a été évoqué, hein, sur cette présentation. Aujourd'hui, quels que soient les mails, les exigences de Google, c'est d'avoir une authentification SPF et DKIM qui passe, fonctionnelle. C'est d'avoir un enregistrement reverse DNS également validé. Donc ça, aujourd'hui, c'est des choses qui doivent être fonctionnelles dans tous les cas de figure. Ils ont mis un nouveau découpage à l'échelle de plus de 5000 mails par jour envoyés sur leurs environnements pour rajouter également un second niveau de restriction. Ces restrictions-là, c'est l'authentification des marques.
Alors attention, on l'a bien vu, l'authentification des marques permet d'agréger la partie SPF et DKIM. Donc finalement, on se rend compte aussi qu'au niveau exigeant, c'est très lié, hein. Leur volonté, elle est liée aux démarques justement pour agréger ces contrôles d'authentification. Important sur cette partie de plus de 5000 mails par jour, et c'est des points de contrôle de configuration qui sont importants à la phase de démarrage de vos projets des marques. Ça va être également la partie alignement, du coup, sur les domaines SPF et DKIM, qui va être contrôlé systématiquement sur la volumétrie. Je vous dirais même que de toute façon, cette notion d'alignement, c'est également une garantie d'authenticité qui est finalement recommandée systématiquement dans la gestion des mails. OK, vas-y Romain. Typiquement, ce qu'on va retrouver, hein, on va toujours se poser la question quand on va échanger avec des clients, entre partenaires, c'est combien de temps va durer votre projet des marques? La réponse, elle est évidemment pas toute faite. Ça va être une qualification avec vous qui sera nécessaire, hein. Ça va être évidemment dépendant de votre infrastructure mail en place, le nombre de sources de messagerie que vous allez avoir, les tierces parties qui vont émettre des mails au nom de vos noms de domaine, de votre nom de domaine. Donc ça va vraiment être finalement un des éléments clés qui va permettre de quantifier finalement le travail à faire. Ça va être finalement l'activité mail que vous avez qui est finalement réelle. Et l'autre facteur très important dans un projet des marques, ça va également être les moyens mis en œuvre. C'est là qu'on a un rôle à jouer. C'est finalement l'accompagnement qu'on va proposer sur les étapes du projet. Tout simplement parce qu'il y a malgré tout des phases à réaliser, des phases de configuration initiale à réaliser, sur lesquelles on peut vous aider pour finalement les faire de façon efficace. Il y a une phase de conformité qui va être également réalisée, sur laquelle Nomios pourrait être acteur. Et donc, il va y avoir finalement cette notion de travail et d'investissement en temps qui va être également un facteur sur le choix de la durée du projet. Je dis choix parce que finalement, il y a une notion de durée minimum sur un projet, hein. Par exemple, si vous avez un domaine de messagerie hébergé chez Microsoft avec une source externe utilisée pour des campagnes de marketing, avec un seul domaine de messagerie ou deux, concrètement, ce travail-là de projet, il va être réalisé, en 2 mois avec une mise en conformité, en quarantaine et reject sur la fin du deuxième mois. On va être capable de le réaliser sur cette durée-là sans aucun problème. On est sur des choses qui sont finalement très efficaces au fil des étapes du projet, et derrière, il va évidemment y avoir selon la variété de configurations que vous avez, une définition de temps de travail et de phase de monitoring plus longue, pour également avoir une meilleure phase d'apprentissage qui est définie lors de la qualification du sujet avec vous. Et encore une fois, bah, elle va aussi dépendre de l'investissement qu'on va pouvoir avoir avec vous sur le sujet pour justement bah, faire avancer efficacement ces projets. Je peux compléter juste sur ce que vient de dire Robin. Encore une fois, l'objectif qu'on doit avoir quand on se lance dans un projet des marques, c'est d'aller au démarque reject. On aura les bénéfices au moment du démarque reject. Pour vous donner un exemple concret d'un client qu'on vient de terminer, il a essayé de faire tout seul son projet des marques avec une plateforme gratuite d'agrégation de reporting pendant 2 ans. C'est un client relativement simple. On va dire un seul ou deux, enfin 2-3 noms de domaine, mais un domaine principal, 10 000, environ un petit peu moins de 10 000 utilisateurs. Il a essayé pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ça n'a pas avancé. Il est resté en en monitoring, donc 0 bénéfice des marques pendant 2 ans. On est arrivé, on a mis en place la plateforme. En 2 mois, on était au démarque reject. Donc, ce qu'il n'avait pas réussi à faire tout seul en 2 ans, on avait réussi à le faire avec des vrais experts du sujet en 2 mois. Et ça peut être très rapide, en fait, un projet des marques, pourvu que vous le fassiez avec les bonnes personnes. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. C'est parfait, Sébastien. Comme ça, c'est finalement, ça rejoint la question suivante hein, pour vous. Initier un projet des marques, clairement, il y a bien une chose qu'il faut vous dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de lancer ce type de projet par rapport à l'efficacité qui peut être amenée à travers un prestataire comme nous et une solution comme celle de Mcast. Finalement, vous l'avez vu, les étapes, elles peuvent être sur nous, on va vous accompagner dans le cadre d'une prestation, dans le cadre de service, sur la partie démarrage jusqu'au renforcement. Donc là, c'est ce qu'on disait, ça va être lié à l'infrastructure que vous avez, à certains aspects. Mais finalement, le fait d'être accompagné dès le cadrage, dès la mise en place des définitions, va amener très rapidement une phase de monitoring et d'apprentissage.
On va être donc forcément capable de sortir une cartographie rapidement, de qualifier avec vous ce qui doit être légal ou non, ce qui doit être mis en place. La rémédiation, encore une fois, ça va être un aspect qui va toujours forcément demander un temps de travail, un aspect technique, un aspect connaissance. C'est également un aspect sur lequel on est capable d'accompagner. Forcément, on est capable de mettre de la dynamique dans ces projets-là, sur ces phases de conformité. Là-dessus, c'est là que la durée va varier. On peut aussi l'échelonner, mais il y a aussi une volonté de l'échelonner pour continuer à avoir une phase de monitoring, hein. C'est vraiment aussi une stratégie qu'on met en place ensemble pour aboutir au renforcement. Donc toute cette partie finalement projet du démarrage au renforcement va vraiment être un accompagnement projet Nomios qu'on est capable de réaliser. Et ce qui va être intéressant, parce que l'objectif derrière, ce renforcement déjà va apporter énormément de garanties, ça vous avez pu le voir, hein, par rapport à la réduction d'usage de votre nom de domaine chez vos partenaires, chez vos clients, dans vos relations de travail. Donc il va y avoir déjà un énorme apport, une visibilité complète à partir de ce renforcement. Et à partir de là, on va rentrer dans une nouvelle phase. Cette phase de supervision, on va être dans la surveillance. Évidemment, s'il y a il y a de l'alerting qui peut tout à fait être remonté à travers votre plateforme de démarque analyseur. Donc, on peut vous remonter des anomalies, contrôler, vous faire des retours là-dessus, vous faire des reportings réguliers. Et évidemment, dans cette phase d'accompagnement en supervision, qui va être beaucoup plus continue et lissée sur le temps, il va y avoir éventuellement l'évolution de votre plateforme de messagerie. Vous allez intégrer une nouvelle source. Vous allez travailler avec un nouveau prestataire de service qui va utiliser votre nom de domaine pour émettre. Évidemment, la supervision va également permettre de détecter s'il y a une anomalie dans les configurations mises en place, dans l'usage qui est fait. Et, et ce cadre-là peut tout à fait être accompagné dans le cadre, par exemple, de notre service manager, avec une gestion finalement de supervision alerting à travers ces plateformes des marques. La mise en place, la définition des plans de rémédiation. Si on est acteur sur votre plateforme de messagerie dans le cadre de nos services, on est tout à fait acteur potentiellement sur certaines phases de rémédiation en fonction des environnements que l'on a avec vous. Et évidemment une phase de reporting. Donc ça, les cadres de service managés aujourd'hui, hein, on a toujours une notion de suivi, de reporting régulier, de copil, hein. J'utilise différents termes volontairement, dans lesquels on peut intégrer cette notion de reporting et de suivi de l'activité, de ce qui s'est passé sur les mois en termes d'usage de votre nom de domaine et en termes finalement de cartographie sur votre domaine de messagerie. Hop. Donc, en tout cas, merci à tous sur ces questions-là. Maintenant, si vous avez des questions de votre côté, nous, on va regarder. S'il y a des questions prioritaires, Romain et Kenny, vous nous dites ce que vous avez sélectionné. On y répondra en priorité avec Sébastien. J'ai répondu entre-temps à la question qu'on avait reçue tout à l'heure. J'en profite pour vous donner un vrai conseil autour d'un projet des marques, puisque vous l'avez compris, un projet des marques, c'est bâti autour donc, du DNS, autour de la maîtrise de ses IP de transport, SPF, et de ses clés de chiffrement. Les clés de chiffrement, il faut que vous les gériez en un point central. Donc, si vous avez un seul tenant sur Microsoft 365, vous pouvez envisager que cette clé de chiffrement elle soit gérée sur votre tenant 365. Si par contre vous commencez à avoir une matrice un peu plus complexe, comme un tenant de 365 et des applications de marketing extérieur ou des applications de CRM à l'extérieur de chez vous, je ne saurais trop vous conseiller de faire router l'intégralité de vos flux de messagerie sur votre gateway de messagerie et que ce soit elle et elle seule qui assure la notion de chiffrement vis-à-vis du monde extérieur. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus mature, c'est beaucoup plus maîtrisé et surtout, demain, quand vous voudrez rajouter une nouvelle application, vous avez un modèle, routage et une clé qui est appliquée pour tout le monde. Vous pouvez gérer vos sous-domaines, vous pouvez gérer le renouvellement de clés tous les mois si vous le souhaitez, c'est sous votre contrôle. Le deuxième point que je voulais vous partager, c'est ce qu'on appelle la délégation DNS. Il y a deux façons, comme ces entrées seront dans un DNS public, il y a deux façons pour vous de gérer ces entrées. Soit vous le gérez telle une entrée DNS classique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous devrez rajouter une IP dans le SPF ou une nouvelle clé, vous devrez solliciter votre fournisseur d'hébergement de DNS pour faire mettre à jour ces entrées, avec tout le change management que ça peut représenter pour vous. Deuxième option, beaucoup plus pareil, industriel, la délégation. Vous mettez vous souscrivez à l'option de notre offre de délégation. Et à ce moment-là, ce que vous allez mettre en public, c'est une fois et une seule un appel canonique, un CNAME, qui s'appellera dns.mimecast.com.
Donc, lorsqu'il y aura une requête qui sera faite, la requête sera redirigée chez nous. Et dans la même interface dans laquelle nous gérons la plateforme, vous aurez vos entrées DNS, votre gestion du DNS, votre update du DNS en live sous votre contrôle. Donc, vous n'aurez plus de change management, vous serez super agile, vous pourrez le mettre à jour en API. C'est beaucoup plus élégant. C'est pas obligatoire, mais c'est plus élégant. Ouais, je peux partager une toute petite expérience. Donc chez Nomios, évidemment, on envoie des emails nous aussi, comme vous tous. Et on a un CRM bien connu qui s'appelle Salesforce. Et ben pour maintenir la conformité, on a fait router nos emails Salesforce à travers notre gateway, comme Sébastien l'a indiqué, ce qui est quand même beaucoup plus simple plutôt que de rajouter des mandataires d'emails, de nombreux mandataires d'emails qu'on n'arrive pas à maîtriser. Voilà. C'est juste pour montrer que nous aussi, on est concerné par ce genre de choses. Et le deuxième petit point, je dis souvent, à chaque fois que vous êtes obligé de donner à vos interlocuteurs, est-ce que vous avez trouvé mon email dans la boîte spam ou est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, regarder dans la boîte spam s'il y a mon email ou des choses comme ça. Ça, c'est en général assez mauvais signe. Ça peut vouloir dire en fait que vous n'êtes pas conforme. Donc, c'est au lieu de demander à vos interlocuteurs de whitelister vos emails, il faudrait plutôt que vous vous penchiez sur le fait d'être conforme d'entrée. Voilà, donc c'est des petites expériences chez Nomios. Quand on ne reçoit pas d'appel d'offres, quand on ne reçoit pas de mail de clients, en général, c'est que nos clients ne sont pas conformes à Demarc. Je vais Donc, répondre à la question de forcément, Serge. voilà. Je vais rebondir. Une des questions que j'ai pris, j'ai vu qu'elle était passée, concernant le côté essentiellement maîtriser ses flux et se protéger contre l'usurpation de son domaine. Alors, essentiellement, en grande partie, évidemment, ça va être maîtriser cet aspect-là. Le projet des marques permet aussi de se mettre en conformité nous-mêmes par rapport à toutes nos sources de messagerie également et tous les domaines que l'on utilise. C'est un aspect également à part entière du projet. Évidemment, la finalité d'une marque, ça c'est très important. Lorsqu'on a une politique en reject, on va se retrouver en effet avec une réduction très 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 significative de l'usage de notre domaine dans le cadre de l'usurpation d'identité. Donc ça va être un bénéfice de cette politique en reject et de ce renforcement. Et en effet, donc, il va y avoir également une maîtrise des flux de messagerie par rapport à la cartographie et au reporting qui remonte dans le démarque analyseur. Donc c'est un aspect important, mais pas que. Alors, là, je ne vois pas forcément d'autres Moi, questions. j'ai vu une question, Oui, j'ai vu une merci, question Karine. dans le chat qui est bonjour, que font vos clients des rapports reject? Je laisse Robin répondre. Alors, peut-être que oui, j'ai pas la question sur les yeux, mais j'ai l'impression que la question est peut-être pas dans le bon sens. Parce que finalement, c'est nous qui allons, nous, Nomios, avec notre politique en reject, finalement, bah, c'est nous qui allons recevoir le rapport et c'est nous qui allons avoir l'information des sources qui essaient d'utiliser finalement notre nom de domaine. Alors déjà, de toute façon, bah, l'objectif même du reject est de donner la garantie. Donc, en effet, après, ça va être du reporting. Quel est l'usage? L'usage, tout va dépendre derrière du traitement qui en est fait. Il peut y avoir de la corrélation qui est faite dans le cadre d'une analyse. Tout simplement, c'est une suspicion de bot qui utilisait notre nom. Il ne va pas y avoir un gros usage, à part que le fait que la sécurité a fait son travail. Il ne faut pas oublier que c'est aussi l'objectif. C'est d'avoir une politique renforcée. C'est tout simplement de bloquer les tentatives d'usurpation de tout venant. Un report reject qui commence à se multiplier par rapport à des sources précises, il va y avoir une notion finalement d'alerting qui va nous dire attention, il y a peut-être une tentative d'attaque un peu ciblée. Voilà, il peut y avoir aussi un usage en termes de sécurité, mais de base, l'usage, il est de dire que le travail a bien été fait. Si la personne avec qui a reçu le mail potentiellement est une personne un partenaire, un client, on est aussi tout à fait légitime à imaginer une prise de contact par rapport au type d'alerte. Voilà, l'usage va dépendre finalement des process qui sont en place et la maturité des process qui sont en place chez nous, chez vous, et l'usage qu'on en fait. On est dans une notion finalement de supervision de ce qui va se passer. Merci Robin. Et je crois qu'il y a une autre question de Serge qui demande si une application externe que l'on ne connaît pas aujourd'hui ne peut pas envoyer de mail avec la politique des marques, est-ce que ce sera visible au travers de la console? Alors,
là, je vois la suite. Hein. Il y a une logique tout à fait qui va tout à fait dans le cadre du projet, c'est-à-dire que les applications externes qui utilisent votre nom de domaine, ça va être en conformité. Le projet va permettre de la mise en conformité. Donc ces applications-là, on va les valider ensemble. Et en effet, elles sont autorisées à utiliser votre nom de domaine. Donc la politique de sécurité va être mise en place pour que ce soit fonctionnel. À partir de là, si vous avez une nouvelle application qui veut utiliser votre nom de domaine, nous, on va le voir, en effet, dans le rapport. Et donc, en effet, on va pouvoir vous interpeller si on a un service Manager qui vous prévient, vous dire est-ce que cette application essaye légitimement d'envoyer des mails de votre nom de domaine. Et là, vous allez, finalement, il peut y avoir aussi un projet qui n'a pas été considéré sur cet aspect-là. Nous, ça va être détecté, ça va être bloqué, forcément au départ, hein, avec la politique reject qui sera renforcée. Par contre, du coup, ça va permettre de faire la rémédiation derrière. Je vous dirais que normalement, dans une phase projet, il faudra considérer ce besoin en amont de mise en conformité pour l'envoi des mails. Mais dans le cas où il y aurait une erreur, elle pourra être corrigée. Et dans le cas où cet expéditeur ne devait pas envoyer des mails et n'était pas autorisé, il aura été rejeté et vous aurez l'information de toute façon qui sera remontée. Et Sébastien n'hésite pas à ajouter des retours d'expérience aussi sur ce reporting. Voilà, je pense que ça répondait à ta question, Serge. Je vais prendre la question suivante. Le démarque se base-t-il uniquement sur le from et ou sur le sender qui peut être différent dans le cadre d'un BIALF? Alors, l'exemple assez classique de ce truc-là, c'est par exemple l'assistant d'une direction qui écrit au nom du directeur ou de la directrice, parce qu'on est inclusif. Le démarque est bâti sur la notion de domaine, pas d'utilisateur. Donc, si Jean-Michel écrit à la place de David parce qu'il a les droits d'eux, d'un point de vue validation des marques, ça n'a aucune valeur. C'est pas un problème, tant qu'ils sont dans le même domaine. Si vous commencez à avoir des domaines différents sur le BIALF, là, vous allez avoir un souci, ou dans ce cas-là, les deux domaines devront être conformes, des marques chacun de leur côté. Et c'est bien le domaine émetteur réel qui sera validé. C'est tout l'objectif d'ailleurs, hein, c'est que cette notion-là, en effet, que ce soit conforme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire qu'il peut y avoir des non-conformités par rapport à un type d'usage. C'est que tous les usages sont en capacité d'être conformes. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, des remarques par rapport à ce qui est dit, hein, pour compléter. Ouais, on va terminer sur juste un point d'information. Alors, Robin, je suis désolé, je vais te contredire un tout petit peu sur un des trucs que tu as dit. Google et Yahoo devaient appliquer au mois de février. Ils ont décidé de décaler un tout petit peu. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Justement, parce qu'il y a eu beaucoup de mass marketeurs Mailchimp, Mailgun, qui leur ont expliqué que leur métier, dans l'état actuel des choses, s'ils se mettaient à faire une conformité stricte, s'arrêtait purement et simplement parce que les clients n'avaient pas eu le temps de se mettre en conformité. Ils leur ont laissé 3 mois. Vous avez tous 3 mois avant que Google et Yahoo passent en validation stricte. C'est terminé après. Ils leur ont donné un délai de grâce pour éviter d'avoir l'impact économique sur leur activité. Après, c'est terminé. Autre point. Yahoo et Google sont les premiers. Ouais. Apple va suivre. C'est déjà acté. La prochaine étape, je pense pas pour cette année, plutôt pour l'année prochaine, c'est Microsoft. Les boîtes Outlook.com, les boîtes Hotmail. C'est plus, pendant longtemps, des marques a été regardées comme ce serait chouette si. Désormais, c'est que vous soyez, dès que vous allez écrire à ces domaines publics, les domaines Gmail, les domaines Yahoo, les domaines Outlook.com, les domaines Apple.fr, au sens client du terme, dès que vous faites du B2C, vous n'aurez plus d'autre alternative pour votre business que d'être conforme des marques. N'attendez pas d'être face au mur, s'il vous plaît. Prenez le taureau par les cornes maintenant, au risque de vous retrouver dans une situation critique d'un point de vue business. Voilà. On a une nouvelle question de Elias. En quoi le DKIM n'est-il pas valable sans démarque? Une fois l'entrée des KIM positionnée sur la zone DNS, les mails renvoyés sans signature des KIM sont-ils rejetés? En fait,
à quoi sert, par rapport à DKIM, à quoi sert des marques? Des marques servent à dire ce que la gateway réceptrice doit faire de ce mail, s'il est conforme ou non conforme DKIM. Aujourd'hui, vous mettez une clé DKIM, vous ne savez pas si elle va être lue. Vous ne savez pas si le mail de l'autre côté doit être conforme ou pas. Si vous mettez des marques en plus, vous obligez votre destinataire à valider votre clé DKIM, tout simplement. Et excuse-moi, là, c'est peut-être pour moi, hein, Sébastien, mais le démarque permet d'avoir aussi le reporting. Absolument. En plus de. Voilà, c'est ça. Absolument. Que je comprenne. Et un des bénéfices latéraux, qui n'était pas du tout le sujet de départ de Desmarques, qui est intéressant, c'est la preuve numérique qu'un mail a été reçu. C'est bête, mais si la gateway de votre destinataire vous dit ce mail est arrivé jusqu'à moi, je l'ai validé en termes de conformité, c'est dans votre plateforme de visibilité. Vous avez des informations globales, domaine, volume, conformité, et vous avez des informations utilisateurs détaillées, ce qu'on appelle les rapports de forensic. Vous êtes en capacité, via la plateforme des Mark Analyzer, de prouver que le mail a été reçu par votre destinataire. D'un point de vue investigation numérique, litige, ça peut être utile des fois. Nouvelle question d'Étienne. Pour être conforme des marques d'un point de vue Google Yahoo, cela signifie-t-il obligatoirement d'être en reject? Pas encore, mais bientôt. La première chose qu'ils vont valider, c'est est-ce que vous avez un enregistrement des marques et est-ce qu'il y a un agrégateur des marques derrière. Le strict des marques, ça arrive dans le courant de l'année. Mais c'est l'étape d'après. Hein. Je vous rappelle que, encore une fois, des marques n'a de valeur sécuritaire qu'à partir du moment où vous êtes en reject. S'ils ont décidé de valider la conformité des marques, c'est pas pour le laisser en monitoring, c'est pour passer en reject et ils vont passer en reject dans le courant de l'année. Autre bonne question, est-ce que toutes les gateways de messagerie qui reçoivent les emails contrôlent le démarque? Absolument pas. mais oui, parce que, comme vous l'avez compris tout à l'heure dans le schéma, il y a une dimension émetteur, c'est vous qui allez émettre et rendre conforme SPF, DKIM, démarque votre flux, mais il y a l'aspect réception. Vous ne pouvez pas obliger votre destinataire à être conforme, à valider l'entrée des marques. Mais, encore une fois, merci Google, merci Yahoo, du fait qu'on va tous autant qu'on est, petite, moyenne, grande organisation, être obligés de se rendre conforme des marques, toutes les gateways vont devoir se mettre à checker le SPF, le DKIM et le démarque avec. Donc, au moment où je vous parle, c'est vrai. C'est vrai, vous ne pouvez pas forcer votre destinataire à activer sur sa gateway de messagerie, vérifie-moi le SPF, vérifie-moi le DKIM, vérifie-moi le démarque. Mais ça, c'est ce qui va se passer en conséquence de l'application de la norme, on appelle la norme Google Yahoo. Et puis, pour tous ceux qui font, encore une fois, du B2C, de l'envoi de mass market mail, des choses comme ça, vous ne pouvez pas jouer l'avenir de votre communication numérique sur si et seulement si les gateways de l'autre côté ne valident pas des marques, je vais passer. Non. Vous savez déjà que les plus grands fournisseurs de messagerie mondiaux vont vous rejeter à partir de, en gros, cet été. Vous savez que les entreprises privées vont aller dans le même sens. C'est évident. C'est à partir du moment où les GAFAM lancent une tendance de sécurité, ça suit derrière. Donc là, il y avait une question aussi sur la partie contrôle vis-à-vis de l'entête From par rapport au contrôle des marques ici, hein, qui est passé. Alors attention, hein, du coup, on le voit, hein, en fonction des restrictions que veut mettre en place Google, la partie en tête, elle va être particulièrement contrôlée et ils vont être très vigilants sur le résultat sur la partie plus de 5000 mails aujourd'hui. Encore une fois, c'est amené à évoluer. Hein, ça, je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien. Ils vont vérifier les deux. Ils vont vérifier le SPF et le DKIM à ce niveau-là pour la validité. Alors en fait, petit point technique. Dans une entrée des marques DNS, vous avez différentes informations. Vous avez la version des marques, vous avez la politique des marques, monitoring, quarantaine, rejet. Vous avez les deux adresses pour les rapports agrégés, les rapports génériques et les rapports de forensic. Et puis vous avez des petits paramètres supplémentaires pour dire si vous voulez ce qu'on appelle du SPF
relax ou strict et du DKIM relax ou strict. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, le protocole Legmar, quand vous ne mettez pas ces paramètres-là, oblige l'un ou l'autre, mais pas forcément obligatoirement les deux. L'étape tout de suite après le reject, c'est de passer en strict sur les deux. Moi, dans mon entrée Mimecast des marques, il y a ces deux petits paramètres qui, cette fois, disent au destinataire, c'est obligatoirement les deux qui doivent être conformes. C'est des choses qui vont arriver également. Clairement, SPF, c'est que mon avis. C'est léger. Un en-tête, une IP usurpée, ça passe. Des KIM, beaucoup plus solides. Une clé de chiffrement, c'est difficile à usurper, surtout quand on a une bonne politique saine de renouvellement de ces clés, comme vous le faites avec vos certificats SSL. Les deux, c'est quasi impossible d'usurper. Alors, j'ai la question, est-ce que l'enregistrement du webinaire sera envoyé? Oui, avec les slides, parce que je crois qu'à C'était pour toi, ça, la Romain. fin, notamment les questions-réponses étaient très intéressantes. Il y a une dernière question peut-être d'Étienne. Pour les rapports forensiques qui peuvent servir de preuve de réception du mail par la gateway destinataire, comme vous évoquiez, cela suppose que la gateway envoie des rapports forensiques. Or, cela semble très rare à ce jour. Oui, ça dépend du destinataire, encore une fois, qui va autoriser ou pas à envoyer les rapports forensiques. C'est plus, c'est plus une vision un peu futuriste pour ce qui est des rapports forensiques. C'est-à-dire que, notamment avec des normes comme NIS2, qui vont obliger à avoir une traçabilité numérique, il n'est pas du tout exclu qu'à court ou moyen terme, ça devienne obligatoire d'implémenter les rapports forensiques dessus. C'est une possibilité. Aujourd'hui, c'est une option. C'est une option, c'est vrai, pour faire de l'investigation utilisateur, puisque la différence entre les deux, c'est que dans le rapport d'agrégation, vous avez juste, en gros, un volume de mail conforme, non conforme, depuis tel domaine à destination de votre domaine. Voilà, mais pas de détails. Dans le rapport forensique, vous avez les détails. À la base, normalement, le rapport forensique, et comme son nom l'indique, forensique, il a été mis en place pour faire des investigations au sens troubleshooting du terme. Vous avez un de vos fournisseurs qui vous dit « je ne reçois pas vos mails », vous lui demandez d'activer le rapport forensique, vous avez les détails à ce moment-là, et vous pouvez faire vos investigations comme ça. Vous dire exactement comment ça va être adopté globalement après cette phase d'obligation des marques, je ne peux pas vous le dire encore, mais je suppute que ça va s'accélérer. Eh bien, écoutez, on vous dit nous aussi merci. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On vous souhaite un très bon appétit. À très bientôt sur ce sujet-là, j'espère. Je pense que ce sera un sujet d'actualité en 2024. Merci à tous. Merci Bon à appétit. Merci à tous. Au revoir. Et bonne Au revoir. journée. Au revoir.